Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Après le retour du macartisme, va-t-on maintenant assister au retour de la doctrine Monroe ? Si vous suivez l'actualité et le média, vous savez sûrement que Donald Trump joue la surenchère diplomatique en ce moment même avec le Venezuela de Nicolás Maduro et la Colombie de Gustavo Petro. Son administration peut même de temps à autre brandir à demi-mot la menace d'une invasion terrestre. Par devant, on dit que c'est pour la lutte contre le narcotrafic. Par derrière, on sent quand même l'envie pressante de se débarrasser de 2 régimes de gauche passablement contraignants pour les intérêts économiques du magnat de l'immobilier. Avec en prime la guerre économique sous-jacente avec la Chine, relativement proche commercialement des gauches sud-américaines, notamment depuis la crise des cours des matières premières du milieu des années 2010. Mais est-ce que tout ce cirque n'est pas destiné avant tout à détourner le regard du désastre économique vers lequel Trump dirige les États-Unis ? Conséquence du shutdown, certes, mais aussi des politiques menées par le milliardaire, notamment sur les droits de douane. La hausse des marchés financiers et les baisses d'impôts pour les plus aisés tend également à accroître les inégalités. Trump jouerait-il donc la surenchère à l'international pour mieux masquer les difficultés de sa politique intérieure ? Surenchère, le président américain en fait aussi sur l'immigration, notamment après les annonces de suspendre les demandes en provenance de 19 pays, ainsi que la réduction du permis de travail de 18 mois contre 5 ans jusqu'à maintenant. On parle de tous ces sujets tout de suite dans Du côté de chez Sam. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur ce plateau du côté de chez Sam. Je suis donc, comme à chaque fois, en compagnie de Claire Rabès, consultante et militante démocrate, spécialiste de la politique américaine. Bonsoir Claire. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et de Tristan Cabello, qui, quant à toi, tu es, on ne te présente plus, historien, spécialiste des États-Unis. Bonsoir. Salut à tous. Ça va tous les deux ? Très bien. Ces 2 dernières semaines ont été bonnes ? Très bonne. Rempli de nouveautés, oui, aux États-Unis. Justement, on va en parler, mais j'aimerais d'abord qu'on commence donc cette discussion avec cette histoire de possible retour de la doctrine Monroe. On parle beaucoup de la Colombie et du Venezuela, mais aussi du Honduras. Donald Trump a gracié cette semaine l'ex-président Juan Orlando Hernández, qui purgeait une peine de 45 ans de prison pour des histoires d'ailleurs de drogue. Alors, du coup, la lutte contre le narcotrafic moyen. Comment tu le vois, toi, Claire ? Est-ce que c'est un retour de la doctrine Monroe ou pas ? Oui, très clairement, c'est assez commenté. Et oui, il y a une volonté de retrouver une forme d'hégémonie et d'une zone sous influence, puisque les États-Unis ont toujours considéré la zone autour de la mer des Caraïbes, donc avec au sud le Venezuela, la Colombie, à l'ouest, on retrouve Honduras, effectivement Nicaragua, et puis à l'est, nord-est, c'est plutôt Cuba et les Antilles avec Haïti, etc. Donc oui, ça c'est une zone, très clairement, c'est la doctrine Monroe du départ, donc du début du 19e siècle. Et c'est une zone d'influence que les États-Unis ont toujours considérée comme un prolongement de son territoire, de leur territoire, très clairement. Donc oui, là, il y a une volonté de reprise en main pour différentes raisons, et on va y venir, évidemment, de reprise en main militaire pour montrer que la puissance des États-Unis est réelle et que la menace peut être à géométrie variable en fonction des intérêts dans chacun des pays. Des enjeux économiques, bien entendu, face à l'hégémonie économique de la Chine, qui est quand même devenu le premier partenaire commercial de beaucoup de ces pays dans les 20 dernières années. Donc oui, il y a une volonté très claire de Donald Trump de monter une stratégie pays par pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est un peu différente en fonction des pays, et qu'au Venezuela, on a une position qui est de dire que les États-Unis combattent le terrorisme, narcotrafic. Donc là, on a aussi tout un arsenal juridique sur lequel on peut revenir ensuite, qui est utilisé justement parce que c'est considéré comme terroriste. Et puis, on a l'histoire avec le Honduras, où là, on voit que c'est quand même complètement contradictoire, avec ce qui est dit et monté comme une bataille existentielle, même pour les États-Unis, contre le narcotrafic, avec la grâce de l'ancien président, mais qui est aussi, en fait, finalement,
un soutien au candidat, encore une fois, qui était candidat de la droite aux élections présidentielles de l'Honduras. Donc, très clairement, on voit encore une fois que ça sert les intérêts en fonction de mettre en place des personnes qui vont être de meilleure composition avec les États-Unis et avec le gouvernement, évidemment, de Donald Trump, enfin l'administration de Donald Trump. Ouais. Comment tu vois les choses, toi, Tristan? Est-ce que on assiste à un retour de la doctrine Monroe ou est-ce qu'on a quelque chose qui se distingue quand même parce que le terme qui remonte un petit peu, c'est doctrine Donroe. Donc je pose Don Oui. pour Donald Trump, mais toi, en tant qu'historien, par rapport à la doctrine Monroe qu'on a connue dans les années 50-60, qu'est-ce qui distingue la méthode Trump de l'ancienne méthode? Oui, mais alors ça, c'est une très bonne question, parce que moi, je crois toujours que ce que fait Donald Trump, en fait, ou la présidence Trump, c'est pas vraiment une rupture dans la politique étrangère, ou même d'ailleurs dans la politique intérieure. C'est juste que ce que Donald Trump fait, c'est qu'il lève le couvercle et qu'il fait tout à ciel ouvert. Donc la doctrine Monroe, elle était déjà très présente, bien évidemment, sous les démocrates, sous les républicains, avant Trump. L'effet Donroe, l'effet de la Donroe doctrine, eh bien c'est que tout ça est fait à ciel ouvert et que toutes ces contradictions, en fait, elles sont là devant nos yeux pour être analysées. Alors moi, je reprends ce que Claire vient de dire, hein. C'est-à-dire que il y a un soutien qui est très appuyé au régime d'extrême droite en Amérique latine, et puis une hostilité assez ouverte au régime de gauche, et tout ça, c'est fait sous couvert d'une lutte contre le narcotrafic. Et tu l'as bien rappelé dans ton introduction. Bon, c'est à géométrie variable, puisque Hernandez, il le gracie alors qu'il était condamné pour trafic de drogue, parce que c'est un allié. Et en même temps, il est très dur envers Maduro et Petro, parce que eux, bien évidemment, sont pas sur la même ligne politique. Donc, en somme, c'est vraiment cette vieille recette impériale, coloniale, qu'on voit aux États-Unis, depuis en effet Monroe, protéger les copains de Washington, quoi qu'ils aient fait, et puis diaboliser ceux qui osent, disons, essayer de s'émanciper de l'agenda américain. Mais la grande différence avec les autres présidents, c'est que Donald Trump, lui, il le fait à ciel ouvert. Ouais. Est-ce que pour toi la stratégie de Trump elle sert surtout à donner Claire du grain à moudre au clan MAGA, à sa base, d'autant qu'il a été un peu bousculé par sa base justement? Est-ce que c'est aussi une idée d'essayer de la garder près de lui dans son giron, de la consolider? Parce qu'on se doute bien quand il a commencé avec cette idée de Make America Great Again, c'était de réinvestir tous les terrains qui, selon Trump, faisaient la grandeur des États-Unis, et je suppose que dans sa tête, la doctrine Monroe et les activités américaines, en tout cas, au plus fort de cette doctrine Monroe dans les années 50-60, en fait partie dans son imaginaire, et donc de réactiver ça. Est-ce que il y a de l'électoralisme dans tout ça, selon toi? Oui, il y a de l'électoralisme, mais qui est aussi un peu compliqué là pour Trump. C'est un peu un exercice de crête dans le sens où sa base MAGA, pour le coup, elle n'est pas dans la volonté d'avoir des opérations militaires dans des pays étrangers, justement. Ça, c'est vraiment... et l'opinion publique le reflète en règle générale, mais les MAGA ne font pas exception. Ils ne veulent pas avoir des soldats américains sur sol étranger parce que, en gros, on ne veut pas mourir pour d'autres nations. C'est ça aussi le America First, c'est-à-dire que il y a une politique isolationniste finalement des États-Unis qui est d'ailleurs historique. Ça, Tristan y reviendra sûrement mieux que moi, mais il y a donc ce mélange de America First et cette volonté d'impérialisme qui du coup est liée bien entendu, mais c'est pour ça que pour l'instant il ne passe pas du tout le pas. Il n'est que dans la menace d'intervention éventuelle, notamment au Venezuela principalement, mais il ne passe pas le pas et beaucoup d'analyses montrent que justement aujourd'hui il est plus sur créer les conditions pour ne pas avoir à intervenir. Et c'est là où, effectivement, il peut encore trouver un soutien au sein de MAGA, parce que là, effectivement, c'est America Great Again, c'est le rayonnement des États-Unis, mais sans avoir, effectivement, à payer le coût humain avec des soldats américains. Donc ça, effectivement, il y a une volonté de rendre la grandeur de l'Amérique. C'est pour ça qu'il imagine que là, il y a le blocus mal caché, effectivement,
autour du Venezuela, qu'il a clairement donné un ultimatum à Maduro de démissionner de son poste de président. En fait, il joue, et on peut revenir sur les différents éléments, mais là, il joue la menace pour ne pas avoir à intervenir. Et par contre aussi, ce qu'il donne comme argument pour justifier tout ça, c'est que économiquement, ça va leur servir. Parce qu'ils sont en concurrence avec la Chine, qui est quand même un argument extrêmement important pour MAGA, et justement pour aller chercher aussi des minerais, des ressources énergétiques dans cette zone qui, encore une fois, ne fait même pas débat pour les États-Unis, c'est leur zone. C'est-à-dire que dans l'imaginaire MAGA et républicain plus largement, mais même, j'ai envie de dire, états-unien, la mer des Caraïbes et ces pays-là n'ont pas vraiment la voix au chapitre et surtout n'ont pas la voix à s'opposer aux États-Unis. Ouais. Ça reste des pays qui doivent être dans une sphère de contrôle au service des intérêts des États-Unis. Ouais. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Tristan? Et aussi, peut-être, tu veux nous dire quelque chose justement sur cette histoire de l'isolationnisme à l'américaine et en quoi, justement, Trump est en contradiction avec peut-être certaines promesses de campagne qu'il avait faites à sa base MAGA? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Claire vient de dire. Hein. Le kit Make America Great Again, c'est vraiment un kit de nostalgie des années 50 et ça marche sur deux jambes. Aux États-Unis, c'est vraiment la parano anti-gauche qui était vraiment liée au macartisme des années 50. Et puis, à l'extérieur, c'est le paternalisme colonial, quoi, qui revient de la doctrine Monroe. Donald Trump, il disait bien durant la campagne que c'est soit les gauchistes, les communistes qui détruisent l'Amérique, soit c'est nous qui détruisons les communistes. Bon, c'est vraiment un retour, voilà, aux années 50. J'ajouterais juste quelque chose pour compléter ce que Claire disait, c'est que cette bataille contre certains pays donc d'Amérique latine, elle est basée sur la lutte contre le narcotrafic. Et tu as beaucoup de gens dans des bastions trumpistes qui sont convaincu que le fait que beaucoup de gens soient touchés par l'épidémie de drogue, l'épidémie des opioïdes, c'est parce que justement la drogue vient de ces pays-là. Et donc, tu as beaucoup de gens qui pensent qu'il y a vraiment un effet du narcotrafic, des drogues qui viennent de ces pays, et que c'est à cause de ça que les gens ensuite tombent dans l'addiction et se retrouvent très malades. Et bon, ça détruit vraiment des grandes beaucoup de communautés, principalement au centre des États-Unis, dans les Appalaches, par exemple. Donc ça, c'est des endroits qui votent beaucoup pour Trump. Alors oui, c'est vrai qu'il avait dit, en gros, pas d'intervention militaire à l'extérieur, mais aussi là, il essaye de couvrir donc ces interventions militaires qui vont peut-être arriver sous couvert de lutte contre le narcotrafic, et ça peut passer pour sa base. Ouais. Tu penses, toi, que c'est possible une intervention militaire américaine ? Je pense que pour l'instant, il met l'ensemble des dispositions, enfin, qu'il met en place les dispositions nécessaires pour se l'éviter. Mais ensuite, encore une fois, il en fait... Déjà, Trump, n'oublions quand même pas qu'il est très difficilement prévisible, très sincèrement, et qu'ensuite, il en fait, avec Maduro, un problème existentiel. Encore une fois, c'est lui le bien et le mal, et donc sa lutte envers Maduro est devenue quelque chose, évidemment, de personnel, parce qu'il ne fonctionne que comme ça. Donc là, il met en place, encore une fois, tout un tas de dispositifs. L'arsenal qui est développé actuellement, il y a quand même le porte-avions Ford c'est le plus grand porte-avions au monde. Enfin, le déplacer, c'est quand même un signal extrêmement important et de menace réelle, quoi qu'il en soit. Donc, il y a évidemment des drones, il y a beaucoup d'armes, et donc c'est depuis Cuba qu'on n'a pas vu un arsenal pareil, encore une fois, près des côtes du Venezuela. Donc, c'est évidemment un signal important. On l'a dit, il commence à mettre un blocus, très clairement en place pour asphyxier le Venezuela, qui est déjà, rappelons-le, en très 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 mauvaise forme. C'est depuis plus de 20 ans maintenant, et une bonne quinzaine d'années en tout cas, que le régime s'asphyxie peu à peu. On a quand même une immigration massive du Venezuela, pour la simple et bonne raison que les gens n'ont plus à manger. Donc il y a encore une fois cette volonté d'avoir aussi un retournement de la population contre Maduro, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que Maduro s'en sert pour de plus en plus emprisonner et avoir un argument de plus d'emprisonner ses opposants. Ouais. Donc
voilà, il essaye aujourd'hui, Donald Trump, de jouer aussi sur cette politique locale, même si du coup il est soutenu justement côté prix Nobel de la paix, ce qui est aussi intéressant à entendre. Mais encore une fois, il va jouer sur ces dissensions. Maduro, et je viens de le dire, joue sur une forme de cohésion puisqu'il a des soutiens. Il joue aussi sur le fait que la population peut se mobiliser, mais ça se fissure. Donc Donald Trump met tout en place pour ne pas avoir à intervenir. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il va devoir le faire à un moment donné pour finir le travail ou pas ? Je ne peux pas te répondre par oui ou par non. Je serais bien trop prétentieuse de donner un avis. Mais je pense qu'il va se l'éviter au maximum parce que même si c'est jouable, je suis d'accord avec Tristan, pour sa base MAGA, c'est quand même un risque qu'il prendrait de tomber dans un bourbier que les États-Unis connaissent dans d'autres pays et qu'ils n'ont pas envie, notamment avec la mauvaise image de Cuba dans la région. Ouais. Tu penses pareil, toi, Tristan ? Tu penses que... Oui, j'ai vraiment rien à ajouter. Là, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Claire. Sauf que j'ajouterais que il y a 2 jours, je crois, ou peut-être que c'était hier, Donald Trump a dit que une attaque terrestre pourrait venir très rapidement. Donc c'est dans les cartons. Alors bien sûr, on ne sait pas. C'est très difficile de dire de voir ce qu'il pense vraiment et de voir ce qui est en préparation. En tout cas, il l'a dit. Il l'a dit qu'une invasion terrestre pourra venir très prochainement. Okay, mais quel... Et peut-être oui, vas-y. pour redonner quand même aussi un point de contexte que j'ai pas donné, mais on est quand même à plus de 80 morts. Avec les frappes sur les bateaux. Navires. Donc, et puis en plus avec Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre, qui est en grande difficulté pour démontrer la légalité de ses actions, justement, et défendre son positionnement d'avoir refrappé une seconde fois un bateau pour, selon ses dires et selon les fuites qui ont été mises en avant par le Washington Post, tuer tout le monde. Donc, on est quand même dans un cadre aussi compliqué où les États-Unis sont finalement déjà en guerre. Ouais. Mais moi, j'ai envie de poser la question pour finir sur ce sujet. Quels sont les résultats attendus de cette politique ? Parce que en plus, je veux dire, en face, le rapport de force, bon, certes, il reste quand même favorable aux États-Unis, économiquement et militairement, mais quand même, c'est plus non plus... On parle beaucoup des années 50-60, on n'en est plus là non plus. La Colombie et le Venezuela sont 2 pays qui ont quand même si le Venezuela a des difficultés, c'est quand même 2 pays qui ont beaucoup évolué, aussi bien d'un point de vue économique que militaire également. Donc, le rapport de force s'est quand même un petit peu légèrement resserré. En plus, Nicolás Maduro et Gustavo Petro clairement montrent qu'ils ne se laissent pas faire. Ils n'hésitent pas à montrer les dents et à regarder Donald Trump droit dans les yeux. Surtout Gustavo Petro, c'est peut-être lui le plus pugnace. Quel intérêt Donald Trump a de s'embourber dans ce genre de conflit diplomatique et surtout, l'autre question que j'ai envie de poser, la deuxième question que j'ai envie de poser, qu'en pense son administration ? Qu'en pensent les diplomates américains de du retour de cette doctrine de contrôle comme ça ? Claire, je me tourne vers toi. Oui, bien sûr. Alors, déjà, il y a des enjeux économiques, j'en parlais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a la Chine qui a une grande hégémonie aussi dans la zone. Elle contrôle des infrastructures, que ce soit la 5G, les ports. C'est quand même extrêmement important. Il y a évidemment des gisements, donc des minerais, des gisements évidemment de pétrole. Le Venezuela est une des plus grandes réserves de pétrole au monde. C'est un grand importateur de produits manufacturés aussi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est essentiel. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus, évidemment. Et encore une fois, Tristan le disait tout à l'heure, avec Trump, c'est quand même ce qui était extraordinaire et ce qui nous bouscule, c'est qu'il le dit. Il le dit clairement qu'il y va aussi pour ça, pour s'assurer que les entreprises américaines aient accès directement à ces gisements et que ce soit bien les entreprises américaines qui aient la primeur justement sur ces ressources et que donc les États-Unis aient le bénéfice des ressources du Venezuela. Pour moi, la Colombie est un peu... c'est un peu différent, dans le sens où le Venezuela est quand même à la main d'un dictateur, quoi qu'on en dise, et que donc la population vit sous un régime dictatorial, ce qui n'est pas le cas en Colombie, dont les institutions sont quand même plus stables, plus fortes depuis ces dernières années. Et en fait, l'intérêt de Trump, pour moi, pour répondre à ta question là-dessus, intérêt économique d'un côté, intérêt politique, là. C'est-à-dire que la Colombie, il met la pression, comme au Honduras, comme il l'avait fait en Argentine aussi, de dire on va vous retirer l'argent
et les dotations que les États-Unis peuvent donner à ces différents pays si vous n'élisez pas les bonnes personnes. Et en fait, on a des élections qui vont arriver en Colombie. Petro est en mauvaise position. Il n'a pas un bon bilan. C'était quelqu'un qui était un sénateur qui était d'opposition, qui a été très bon, mais effectivement qui, en tant que président, n'est pas soutenu aujourd'hui et donc qui risque de perdre par rapport à la droite aux prochaines élections, ce qui fait que Trump a aussi là l'objectif de recréer en fait des alliés, tout simplement des alliés de droite qui, encore une fois, vont lui être beaucoup plus utiles dans la région sans avoir à intervenir de manière trop importante puisqu'ils vont ils vont faire des deals et des échanges en amont. Ouais. Donc, compte tenu sur les intérêts économiques, ça permet d'embrayer sur le deuxième petit sujet que je voulais aborder, parce qu'en ce moment, les États-Unis, ça va pas très fort, d'un point de vue économique. Est-ce que tout ça, finalement, c'est pas aussi un peu de la poudre aux yeux pour dire, regardez pas ce qui se passe dans ma politique intérieure qui est un petit peu naze. Regardez, je vais plutôt faire jouer les gros bras sur la scène internationale. Tristan, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ouais, moi je crois que tu as raison. C'est-à-dire que comme d'habitude avec Trump, c'est-à-dire qu'il crée des écrans de fumée ailleurs pour un peu détourner le regard. Et donc tout ce cirque militaro-diplomatique là, bon, ça vise aussi à essayer de compenser le manque de résultats sur l'intérieur. C'est-à-dire il n'y a pas grand-chose à présenté de positif sur le plan domestique. Le boom qu'il avait promis, le boom économique qu'il avait promis, ben ça marche pas. On voit que l'inflation repart à la hausse, les prix vraiment explosent. En plus, tu vois, les Américains là viennent de passer Thanksgiving, on embraye sur Noël très bientôt. Bon, on voit bien que tous les prix ont augmenté par rapport à l'année dernière. Je veux dire, le prix de la dinde, le prix des choses que tu mets sur la table pour ton dîner de Thanksgiving, ça a augmenté. Et puis on voit aussi, moi j'ai vu beaucoup d'études qui montrent que pour la première fois depuis des années, la consommation autour de Noël va baisser aux États-Unis. Donc il y a vraiment un vrai malaise là. Alors il essaye de détourner le jeu à l'intérieur. Moi, je pense que ça marche vraiment très moyennement, parce que les gens voient bien un président qui dit oui, Walmart nous dit que les prix ont baissé cette année et je confirme que c'est grâce à moi, bien sûr, les prix vont baisser et les gens le voient bien que ça marche pas. Alors là, il a lancé un nouveau truc aussi très récemment, c'est que les Américains allaient recevoir les bénéfices des tarifs très bientôt. Il lance l'idée de redonner un chèque aux Américains de quelques centaines de dollars, ce serait le fruit des tarifs, des fameux tarifs douaniers. Bon, il essaye par tous les moyens de faire des écrans de fumée pour cacher son échec à l'intérieur, mais les Américains le voient et voilà, sa popularité chute et surtout le niveau de vie des Américains n'en finit pas de baisser. En plus, on lit un peu partout qu'il y a de grandes menaces sur le marché du travail américain. Qui risque de passer dans une ère de chômage assez monstrueuse. Qu'est-ce que tu en dis de ça ? Oui, effectivement. Là, je rejoins Tristan. On a une situation économique en fait interne qui est compliquée, notamment par évidemment l'augmentation des prix et l'inflation. En fait, qui est aussi tributaire de la situation internationale, qui l'a contribué à créer justement avec la récession liée à moins d'échanges mondiaux et donc liée aux tarifs qu'il a mis en place. Et donc, ça a un impact effectivement directement sur le marché du travail, sachant que eux-mêmes dans l'administration Trump a créé aussi du chômage. Donc forcément, on a un manque de lisibilité pour les entreprises, elles le dénoncent. C'est aussi pour ça qu'il est mis en difficulté là parce que justement, les gens commencent à dire que oui, je vote Trump, je suis pour Trump, mais pas ce Trump-là. Parce que ces derniers-là, et c'est not that Trump, et oui, mais du coup, c'est pas effectivement ce qu'ils attendaient, et c'est pour ça que la politique étrangère, moi, je le prends vraiment avec des pincettes, parce que oui, ça lui permet très clairement d'essayer de jouer un pare-feu pour dire, voilà, je mets le curseur sur un autre sujet. Ça lui permet aussi d'aller chercher les
les entrepreneurs, vraiment les chefs d'entreprise, pour dire justement, regardez, je vais chercher de l'énergie, je le disais tout à l'heure, mais je fais attention aux chaînes d'approvisionnement pour les semi-conducteurs, etc. Donc j'essaye de faire attention quand même à ce que je sois toujours soutenue par cette élite économique. Parce que quoi qu'on en dise, justement, la bourse ne s'est pas effondrée, on en parlait Oui, la bourse très pour le moment. Et voilà, mais Les en marchés fait, financiers tiennent. mais c'est quand même un choix, encore une fois. Oui. Donc c'est un choix de ces élites économiques de montrer qu'il y a quand même encore un soutien à Donald Trump. Donc oui, ça commence à se fissurer, on le voit bien, et tu le cites évidemment sur les chiffres du chômage. Tristan vient de le redire également sur Noël, qui est quand même un point excessivement important pour tout le monde, mais aux États-Unis, avec la consommation que ça draine, énorme. Et donc là, on va voir combien de temps ça peut durer, effectivement, et si Trump continue d'être soutenu par cette élite économique, qui pour l'instant, très sincèrement, et j'insiste, c'est un choix politique de soutenir quelqu'un comme Trump et son administration. Ouais, tu veux rajouter quelque chose, Tristan ? Non, je souscris exactement à tout ce que Claire vient de dire. Voilà, il faut toujours rappeler que tout ça, ce sont des choix politiques et qu'il les fait vraiment en connaissance de cause. D'accord. Justement, puisqu'on parlait tout à l'heure, tu utilisais le terme écran de fumée. Là, on va aborder un petit sujet à rebours, certes, parce que du côté de chez Sam, ce n'est que bimensuel, donc forcément. Mais non, je me suis senti obligé de vous faire un peu réagir à cette séquence. Je vais vous la présenter très vite. Si vous ne pouvez pas l'avoir ratée. Elle a tourné un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Samedi matin d'il y a 2 semaines, c'est la rencontre de Zoran Mamdani et de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je vous laisse regarder ce petit extrait pour vous rafraîchir la mémoire. Affirmez-vous que Donald Trump est fasciste ? C'est bon, vous pouvez le dire. Ce sera plus simple que d'expliquer. Ça te fait rien. Donc là, on vient de voir l'extrait, le fameux extrait où vous dites que c'est un fasciste et Donald Trump qui dit c'est bon, tu peux dire, on s'en fout. Tristan, je m'adresse à toi, soutien de Zoran Mamdani. Oui, tu peux le dire. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oui, alors moi aussi, ça m'a un peu, au début, ça m'a un peu choqué. C'est-à-dire que je me demandais vraiment qu'est-ce que Zoran Mamdani allait faire dans cette affaire. Il l'avait dit pendant la campagne, il avait dit, moi, j'irai tout de suite rencontrer le président des États-Unis pour dire que je veux faire en sorte que mon programme soit appliqué. Alors, ce qui m'a encore le plus choqué, moi, c'est quand même le traitement médiatique qui en était fait, où on voyait que l'analyse vraiment dominante, c'était que Donald Trump avait tiré bénéfice en fait de cette rencontre. On s'était dit voilà, encore un énième écran de fumée, il renverse la table, il gagne la bataille du récit, etc. Faut quand même dire que là, Mamdani, il a aussi joué un rôle. Il a fait un bon truc de communication là qui a vraiment assez bien marché. Et surtout, il n'a jamais reculé sur ce qu'il pensait. C'était ça qui était très surprenant pour moi. C'est-à-dire que il dit, comme ça, dans le bureau ovale, je rappelle à tout le monde qu'il y a un génocide à Gaza. Je veux dire ça, on n'entend jamais ça dans le bureau ovale. Il y a eu ce moment-là qu'on vient de montrer, quoi, où carrément un journaliste lui dit mais est-ce que vous pensez toujours que Donald Trump est fasciste ? Et puis Donald Trump lui dit tu peux dire oui si ça t'arrange. Et lui dit oui. Oui, c'est l'extrait qu'on a vu. Voilà, c'est incroyable de voir ça, quoi. Et puis c'est surtout quelqu'un qui est resté très clair sur ce qu'il voulait faire. Et enfin, le plus grand argument que ses adversaires avaient contre lui pendant la campagne, c'était de dire, regardez, si on a Zoran Mamdani à la mairie, on va plus avoir de fonds fédéraux et on va avoir la garde nationale à New York. Et là, Donald Trump lui dit, les fonds fédéraux, ça va continuer et la garde nationale, on va pas la mettre. Donc, si tu veux, il y a quand même Mamdani qui a quand même gagné sur beaucoup de points. Alors, c'est sûr que Donald Trump avait beaucoup de choses à gagner à faire cela aussi. Et puis surtout, il a aussi envoyé, il y a la bataille pour l'élection de gouverneur très, très prochainement là. Et on demande à un moment à Trump, est-ce que vous serez OK de vivre à New York avec un maire Mamdani ? Et Donald Trump dit oui, il n'y aurait aucun problème. Or, ce sur quoi l'opposante républicaine pour le gouvernorat de New York
fait campagne, c'est justement sur le fait que ça va pas être très safe de vivre à New York. Donc vraiment, et je pense que Mamdani a gagné sur beaucoup de points dans cette séquence, et on l'a pas très bien vu dans les analyses qui dominaient dans la presse. Mais tout de même, on peut pas s'empêcher, quand on regarde la séquence tout entière, de voir quand même un Zoran Mamdani, un Donald Trump, qui la joue. Bon, on se doute bien qu'il y a le télé des deux côtés, il y a beaucoup de communication, on va pas s'illusionner là-dessus, mais quand même, reste quand même cette impression que voilà, c'était un petit peu copain tous les deux. En tout cas, c'est très amical. Zoran Mamdani, certes, il a envoyé quelques petites punchlines sur Gaza, comme ça, mais quand même, globalement, il est resté très arrondi. En plus, les annonces politiques qu'il a faites par la suite, depuis 2 semaines, montrent que peut-être, sur son programme, il recule peut-être un petit peu. Est-ce que c'est le signe aussi que, malgré tout, Zoran Mamdani est obligé de composer avec les menaces de la Maison-Blanche, notamment celle des retraits des fonds fédéraux? Ou tout simplement, est-ce que les socialistes, même aux États-Unis, trahissent? Claire, je me tourne vers toi. Alors, je ne rebondirai pas sur la formulation de cette dernière question. Non, je crois qu'effectivement, tu as pointé un élément intéressant, c'est qu'ils ont besoin l'un de l'autre, quoi qu'il en soit. Ouais. Ce sont 2 excellents communicants et ils ont besoin l'un de l'autre. Pourquoi? Pour Mamdani, pour montrer qu'il n'a pas peur d'aller voir Trump en personne, d'ailleurs, et qu'il arrive à avoir le rendez-vous, puisque l'indifférence étant la meilleure des stratégies d'attaque, souvent, Trump l'a reçu en bonne et due forme, en reconnaissant donc de fait sa large victoire. Et ça, c'est un premier point quand même qui est important, je trouve, de souligner. Et je suis complètement d'accord avec Tristan sur le point que quand même Mamdani a fait passer des messages. Et d'ailleurs, il a été réinterrogé derrière sur cette histoire de fasciste. Et il a bien redit que, oui, il n'avait pas eu à répondre, mais que par ailleurs, il ne s'est pas dégonflé non plus. Il n'a pas dit un non ou avec un sourire. Il n'a pas été amical sur cette séquence-là. Il a dit oui, c'est vrai, je le pense. Donc c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Après, il a une ligne de crête, très clairement, parce que ça peut faire aussi un peu le tous dans le même, pas tous pourris, mais tous dans le même bateau. Effectivement, qui va s'arrondir par rapport aux décisions qu'il a pu prendre. J'ai envie d'être plus confiante que toi, justement, et de me dire qu'il a mis en place une équipe quand même très solide autour de lui, avec des choix, notamment des choix féministes que je tiens à souligner, pour s'entourer justement et pour redire quelque chose qu'il avait beaucoup répété pendant la campagne, qui est attention si justement je me perds dans des considérations politiques trop centristes, pas assez en lien avec le mandat qu'on m'a donné par rapport au programme que j'ai défendu. Donc moi je pense qu'il faut revenir ensuite, il n'y a quand même pas longtemps qu'il est au pouvoir, donc soyons optimistes sur chaque point, comme on avait fait la dernière fois. Sur le logement, il a des leviers d'action en tant que maire, il y a des actions aussi à avoir au niveau de l'État de New York et donc de la gouverneure actuellement qui est quand même démocrate. Et les fonds fédéraux, effectivement, Tristan l'a rappelé, ne seront pas coupés, en tout cas pas tout de suite par rapport à Trump. Donc c'est aussi un rapport de force qui s'est mis en place, je crois, direct justement, et ça sert aux deux. Donc les deux sont autant à risque qu'à opportunité, j'ai envie de dire. Ça a servi à Trump, qui a montré qu'il peut vivre avec tout le monde, ça c'est sûr. Mais je pense que j'ai envie de rester optimiste sur le fait qu'un socialiste ne trahit pas. Ouais, tu penses pareil, toi, Tristan Alors, sur les socialistes, je sais pas, mais... Tu penses pareil, toi, Tristan, que Zoran Mamdani a peut-être un peu montré que le rapport de force était plus équilibré qu'on ne pensait au départ, et que peut-être, selon toi, il va pouvoir tenir la ligne politique qui s'est fixée? Ouais. Alors, juste rappeler quand même que Mamdani, n'est pas techniquement encore au pouvoir. C'est-à-dire que là, il est dans une période d'entre-deux. Hein. Oui, il n'est pas investi. Il est maire, il est maire élect. Mais bon, il y a quand même plusieurs décisions là durant ces derniers mois qui ont généré quand même une certaine incompréhension dans son camp. J'en cite 3. Il y a le fait qu'il n'a pas soutenu le candidat qui s'opposait aux primaires contre Hakeem Jeffries,
qui est donc en ce moment le chef de la minorité démocrate à la Chambre, et qu'il dit très clairement qu'il veut que Hakeem Jeffries soit élu au midterm de 2026. Il y avait normalement un candidat socialiste qui devait s'opposer à lui. Il a dit très clairement qu'il s'opposera à ça. La deuxième décision, c'est cette décision de reconduire Jessica Tisch à la tête de la NYPD, la police de New York. Alors Jessica Tisch, c'est quand même quelqu'un voilà, dont on se souvient de ce qu'elle a fait durant les campements pro-Palestine, par exemple, l'année dernière. Bon, c'est quelqu'un qui est très voilà, sécuritaire, hein, c'est vraiment l'aile droite du parti démocrate. Et puis enfin aussi, il a donc nommé toute cette équipe de transition. Alors c'est vrai, Claire le dit, l'équipe de transition, ou du moins les gens qui la dirigent, est entièrement composée de femmes. Et donc ça, c'est un bon message. Mais par contre, quand tu regardes un peu dans le détail des comités, on voit que tu as beaucoup de lobbies pro-propriétaires qui sont dans le comité pour le housing, l'habitat. On voit que tu as beaucoup de gens qui sont très pro-charter school, comme les appelle ici, c'est-à-dire des écoles qui lient le public et le privé, qui sont d'ailleurs plus privés que publics dans le comité de transition pour l'éducation à New York. Donc on voit qu'il y a des petites inflexions. Comme Claire, j'ai envie de rester positif parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à se raccrocher là en ce moment. Mais quand même, il faut quand même garder un œil sur ce qu'il fait. Ouais. D'accord. Je propose qu'on passe au dernier, pour le temps qui nous reste, de passer au dernier sujet du côté de chez Sam. Encore une question de surenchère trumpienne, hein, évidemment. De toute façon, toutes les 2 semaines, je pense ce terme surenchère va revenir souvent. Hein. Accrochez-vous. Mais oui, donc là encore, un sujet sur lequel Trump joue la surenchère, du coup, c'est sur l'immigration. Cette semaine, par exemple, il a suspendu toutes les demandes d'immigration provenant de 19 pays jugés à haut risque, en réaction à une fusillade à Washington impliquant un Afghan. C'est une rengaine de la droite un peu partout dans le monde, et qui est un fait divers. On réagit comme ça. Il a aussi revu la durée du permis de travail. Elle était de 5 ans au départ, et il la passe à 18 mois. C'est quand même assez drastique. On reviendra plus tard à ce qu'il a dit au sujet d'une élue somalienne d'abord, mais comment vous analysez, tout d'abord, on va commencer avec ces 2 annonces, comment vous analysez ça, Claire? Je commence avec toi. Pour moi, c'est une politique affirmée de Donald Trump. Souvent, on dit que, justement, il mène une politique un peu folle, etc. Non, c'est très construit, et c'est très xénophobe, et ça part du fait que sa base électorale est xénophobe. On en a parlé la dernière fois. Et très clairement, c'est une idéologie là qui est mise en place. Donc, aussi, et on parlait de politique étrangère tout à l'heure, mais c'est bien sur le fait qu'il n'y a pas une considération, justement, des pays et de leur indépendance avec les populations liées à l'histoire coloniale, comme le rappelait Tristan tout à l'heure. Donc là, on le revoit dans l'immigration, sur le fait qu'il y a quand même une peur viscérale chez MAGA de ne plus voir une population blanche, donc suprémaciste en numéraire, donc c'est-à-dire plus nombreuse que des personnes de couleur, des personnes hispaniques, etc., etc. Donc ils ont une grande peur de ce qu'on pourrait effectivement appeler ici un grand remplacement, et ça traduit, et cette politique d'immigration se nourrit très clairement de cela. Et quand je dis que c'est construit, c'est parce que un J.D. Vance ne pense pas autrement là-dessus. Donc il y a vraiment toute une administration qui est concernée. Et j'ai envie quand tu me poses cette question, j'ai envie de pointer du doigt, par exemple, ce qui se passe avec Palantir. Et le fait que l'administration Trump a mis tous ses contrats en un pour Palantir, donc qui est cette entreprise américaine qui gère donc du coup beaucoup de bases de données au niveau, encore une fois, et je fais le lien avec cette politique étrangère dans le domaine de la défense, mais aussi a pour mission désormais de créer un seul et même fichier qui recenserait autant votre permis de conduire que la sécurité sociale, que en gros la traçabilité d'un Américain aujourd'hui. Et donc à partir de là, on peut vous surveiller.
tout simplement. Et c'est d'ailleurs dans le nom même de Palantir, pour la référence pour ceux qui l'ont au Seigneur des Anneaux. Mais on est dans ce contrôle. Ce contrôle, je ne rigole malheureusement pas du tout. Et c'est par ailleurs une idéologie, j'insiste là-dessus, autant de l'administration que justement partagée par exemple les dirigeants de Palantir. Qui affirme justement un libertarien, un qui se dit d'ailleurs démocrate marxiste, justement, mais pour tous les deux philosophes à la base, puisque tu hoches la tête, mais justement qui ont fait un choix idéologique de dire attention, on ne veut pas finir comme l'Union européenne, comme l'Europe, où il y a un déclin civilisationnel, où les vagues de migration ont fait baisser les salaires. On revient à l'argument économique de tout à l'heure. On fait justement baisser la population blanche et donc la population blanche n'a plus assez la main sur les pouvoirs politiques, etc. Et donc attention à ce que l'Europe est devenue. Les États-Unis doivent se protéger et donc on doit aller traquer les migrants. Et donc c'est pour ça aussi qu'il a annoncé et le déploiement à la Nouvelle-Orléans de manière assez impressionnante. Donc voilà, pour moi, pour répondre à ta question, c'est quelque chose de très construit sur lequel je voudrais effectivement qu'on puisse insister. Ouais, tu penses pareil, toi, tu analyses les choses de la même manière. Tristan, on est sur une doctrine de lutte contre cette grande théorie du complot d'extrême droite qui est celle du grand remplacement ? Oui, et moi je souscris à tout ce que Claire vient de dire, hein. Le Trumpisme, faut jamais oublier que c'est un projet de suprématie blanche. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui trouve ses racines dans cette idéologie. Donald Trump, il le disait tout le temps, hein, pendant la campagne. Il disait, oui, il y a des immigrés qui viennent... alors je crois que le mot qu'il employait, c'était contaminer notre sang. Alors bon, il y a donc vraiment, c'est vraiment un projet qui a à voir avec la race, là, hein, avec le sang. Et donc, ça c'est très important de le souligner. Ça va vraiment main dans la main avec la politique étrangère, les politiques économiques à l'intérieur. Alors, il y a beaucoup de garde-fous aux États-Unis, donc il va y avoir bien évidemment des recours dans des tribunaux, peut-être jusqu'à la Cour suprême. Mais bon, ces recours, ça met beaucoup de temps. Et j'ai envie de dire que le mal est fait. Même si finalement, eh bien, il y a des recours devant les tribunaux pour ces nouvelles lois immigratoires. Bon, les gens ont peur. Les gens ont très peur et il y a constamment cette suspicion sur les étrangers qu'on entend, mais vraiment en boucle. C'est-à-dire que c'est-à-dire que même là, quand on en parle, on légitimise aussi un petit peu ce que Trump dit. Et donc ça, c'est en boucle dans les journaux, c'est en boucle à la télévision. Et il y a vraiment cette atmosphère là où les gens ont vraiment peur. Il y a des familles d'immigrés sans papier. Qui ne sortent plus de chez eux, qui se font livrer des choses, à leur porte, etc. Bon, c'est quand même très très dur, et je dis que ça aussi, ça peut atteindre des gens qu'on croyait hors d'atteinte jusqu'à présent, puisque je rappelle aussi qu'il y a 3 jours, tu as un sénateur, donc un sénateur qui était né en Colombie, qui s'appelle Moreno, républicain, qui a introduit une loi visant à déchoir de la nationalité américaine tous les gens qui seraient des doubles nationaux. C'est-à-dire des gens, en gros, comme moi. Hein, c'est-à-dire des gens qui ont la citoyenneté française et américaine, qui devraient choisir. Alors, ça a peu de chances d'aboutir parce que la Constitution protège les gens qui ont la citoyenneté américaine. On peut pas déchoir quelqu'un de sa nationalité, mais là encore ça crée un discours qui est vraiment très dur, qui est vraiment anti-immigré, qui est anti-étranger et qui est très très prégnant dans la société américaine en ce moment. Ouais. Il s'en est alors pour en rajouter sur la question des 18 pays jugés à haut risque dans ce sillage-là. Donald Trump s'en est aussi violemment pris à la Somalie, qui vit en ce moment une guerre et des massacres terribles. Et il s'en est pris du même coup à la représentante du Minnesota, qui est d'origine somalienne, Ilhan Omar, en disant qu'elle devait dégager du pays. Je vous propose d'ailleurs, plutôt que de le dire moi-même, je vous propose d'écouter Donald Trump lui-même, qui parle de la représentante Ilhan Omar. Regardez. Il y a une élue,
Ilhan Omar, dont on dit qu'elle s'est mariée avec son frère. C'est interdit. Elle essaie de le nier maintenant, mais on ne peut pas vraiment le nier parce que ça s'est produit. Elle ne devrait pas être autorisée à être membre du Congrès, et je suis sûr que des gens se penchent dessus. Elle devrait se faire dégager de notre pays, et la plupart de ces gens, ils ont détruit le Minnesota. Donc voilà, Donald Trump qui va même chercher des folies du genre elle est mariée avec son frère. Enfin, alors je sais pas si c'est la traduction AFP qui déconne, mais bon, en tout cas, voilà, c'est bon. Je sais même pas comment lancer ma question tellement c'est ubuesque. Oui, on est dans une utilisation, comme tu le disais tout à l'heure, de la surenchère et de la stigmatisation. Et moi, je reviens sur ce que disait Tristan tout à l'heure, parce que c'est extrêmement important. Le mal est fait. Donc, encore une fois, quand il dit ça, oui, ça choque pour certains, mais n'empêche que ça tourne en boucle ensuite dans la communication. Elle doit s'en défendre, elle doit réagir pour montrer aussi qu'elle est outrée. Et donc, à partir de là, on a toute une séquence politique qui fait passer ce message, finalement. Et on est sur les techniques qu'on connaît. Enfin, je veux dire qui ont été analysés historiquement. Donc, qu'il fait depuis 2016, oui. Qu'il fait depuis 2016, mais ce que je veux dire, c'est qu'historiquement, c'est aussi comme ça qu'on a des contextes xénophobes qui se mettent en place. J'aime pas trop la comparaison avec les années 1930, mais plutôt 1890, un peu avant la Première Guerre mondiale en Europe. On avait ce contexte xénophobe aussi, avec des difficultés économiques, etc. Par rapport à tout à l'heure, justement, ce qu'on disait sur les choix politiques. Et exactement, mais tout à fait. Et donc, je trouve qu'on a là des ressorts, peut-être, chaque période est évidemment différente, mais similaires sur la rhétorique qui est utilisée. Et encore une fois, derrière tout ça, il y a une réalité. Le fait qu'il utilise les gardes frontières aujourd'hui pour aller, comme je le disais tout à l'heure, à la Nouvelle-Orléans. On en parlera après, ouais. D'accord. C'est effectivement une utilisation différente aujourd'hui des forces du coup de l'ordre en règle générale, puisque normalement ils sont positionnés à la frontière, comme garde-frontière signifie, et qu'aujourd'hui ils sont utilisés finalement pour aller chasser des migrants, donc en situation irrégulière soi-disant, parce qu'on sait très bien que les coups de filet sont aujourd'hui malheureusement un peu plus grands, à la Nouvelle-Orléans, sur une ville donc du coup très ciblée, et ça crée un climat effectivement de peur, et on l'a dit la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines pardon, et Tristan y revenait, mais par exemple il y a dans les quartiers hispaniques de la Nouvelle-Orléans, les commerces sont fermés. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Donc, en fait, on est vraiment on n'a plus besoin de faire, puisqu'on va dire de plus en plus, et ça crée ce climat-là. Et en fait, ce genre de déclaration, pour moi, a vraiment l'utilité de servir ses discours, mais aussi, donc, du coup, ses actions réelles. Ouais. Tristan, toi, comment tu... Alors d'abord, je veux avoir aussi ta réaction quand même à cette attaque extrêmement violente que Donald Trump a envoyée à l'endroit de la représentante Ilhan Omar. Ouais, c'est-à-dire que cette accusation sur le fait qu'elle se serait mariée à son frère, ça c'est une accusation qui date de vraiment très loin. Elle était déjà sortie en 2018. Mais alors, qu'est-ce que c'est le centre de cette attaque? C'est de délégitimer même les gens qui ont finalement fait tout le processus d'immigration de manière complètement légale. C'est-à-dire que là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, mais en fait, oui, elle s'est mariée, c'est comme ça qu'elle est devenue américaine, puisque tu peux devenir américaine par le biais du mariage, quoi. Mais même ça, c'était faux. Vous voyez, et donc même chose qu'avec la déchéance de la double nationalité, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont même été qui ont fait tout ce processus d'immigration, qui est un long processus, qui est très difficile aux États-Unis, qui coûte énormément d'argent, qui est très qui est très légalisé, où on doit avoir des avocats, etc. Et même ça, c'est pas assez à son goût. Et il criminalise même les gens qui ont fait ce processus d'immigration légale de manière tout à fait correcte et dans les clous, si j'ose dire. Donc il y a ça, et puis voilà, il y a tout, comme d'habitude, le fond raciste. Il ne recule devant rien. Ilhan Omar, en plus, elle est musulmane, etc. Donc il en fait un symbole de l'anti-américanisme, de quelqu'un qui
qui n'appartient pas à la communauté nationale. Et dans un pays où le multiculturalisme est omniprésent et vraiment une des fondations du pays, c'est vraiment très choquant. Et là, ça ouvre des portes à tous les discours racistes, à tous les discours anti-immigration, et on les voit partout dans les journaux et même voilà dans la rue, même entre citoyens. Donc vraiment, c'est très important ce qui se passe là. Il y a de la surenchère et en même temps, c'est pas très surprenant venant de lui puisque c'est toujours cette rhétorique qu'il met en avant. Ouais. Alors justement, on va y venir, la Nouvelle-Orléans, parce que puisqu'on parle du fait qu'il ne recule devant rien, il ne recule devant évidemment pas les moyens non plus. Là, la Nouvelle-Orléans, alors déjà on avait tout le tintouin sur les gardes nationales envoyées un peu partout, notamment surtout dans les villes démocrates. Mais là, du coup, la Nouvelle-Orléans, c'est aussi une ville démocrate, donc ça tombe bien. Il envoie effectivement la garde nationale. Tu parles aussi de la garde frontière, donc voilà, il a envoyé vraiment toute l'armada pour aller chasser qu'il considère comme de l'immigrant ou de l'américain, du faux américain, si je puis dire. On va où là ? On continue cette politique justement de peur. Pour moi, l'objectif, il est dual. C'est-à-dire qu'on a un objectif effectivement de rendre compte à sa base, encore une fois, de dire voilà, je fais le travail par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et à cette idéologie de suprémacisme blanc, parce qu'évidemment, un immigrant est de couleur dans leur esprit. Donc, c'est une évidence pour lui. Alors que les Américains ne sont pas tous des migrants, même. Justement, c'est la grande histoire des États-Unis, mais ça, c'est pas moi l'historienne. Donc, mais si, justement. Quand je dis des Américains, je parle des non-natifs. Bien sûr, bien sûr. Mais justement, on est dans le fait que les Américains sont blancs, en fait, là. Et donc, on va aller chercher des immigrants. La Nouvelle-Orléans, de par son histoire, évidemment, est une ville ciblée. Et comme tu dis, là, il prend d'un peu partout des gardes fédéraux. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est que ça va dépendre, en fait, de chaque territoire. Parce que là, on a un État qui est plutôt allant, justement, et qui a dit, le FBI, même la police, du coup, de l'État, a dit attention tout de suite à la population, les protestations ne seront pas permis, toute défense justement ou protection d'un immigrant illégal les personnes seront arrêtées également, donc même si vous êtes de bons Américains, attention à vous de ne pas mettre le doigt dans cet engrenage, justement restez bien chez vous, on était dans la délation la dernière fois avec aller chercher soi-même les migrants, etc., avec les annonces LinkedIn. Là, on est, attention, restez chez vous, ne faites pas les héros, ça ne sert à rien parce que c'est vous qui allez en pâtir. Donc, on a vraiment ce climat qui se met en place. Heureusement, il y a des territoires, encore une fois, où on peut être plus optimiste. C'est le maire de Chicago qui est aussi très vocal aujourd'hui. Et je sais qu'on partage, je crois en tout cas, un intérêt partagé avec Tristan justement sur le maire parce qu'il est vraiment intéressant. Au-delà des actions qu'il met en place pour protéger sa population, il a un discours idéologique vraiment justement non pas en défensif mais en offensif justement pour expliquer ce que c'est que aujourd'hui l'immigration aux États-Unis et que justement les Américains ne sont pas tous blancs et homogènes. Donc bref, on pourra y revenir si tu veux, mais on a la Nouvelle-Orléans, on a Charlotte, on a LA. Effectivement, c'est des villes démocrates à chaque fois, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est l'écosystème tout autour et la solidarité qui peut ou pas se mettre en place entre élus à différents échelons, et donc quels sont les moyens réels aussi pour une ville de se défendre très clairement et donc de défendre sa population face à l'ingérence de l'État. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi de voir parce que en fait, on en revient là à comment on fait, quel levier on a vraiment pour protéger finalement les populations. C'est le discours aujourd'hui, même si c'est différent, de Gavin Newsom en Californie, qui n'est pas forcément bon sous tout rapport, mais qui là-dessus a quand même un pouvoir vocal au sein du Parti démocrate qu'il faut utiliser quoi qu'il en soit. Ouais, tu penses la même chose, toi ? Est-ce que la solution à ce genre de d'abus de pouvoir, si je veux dire, et de rhétorique raciste à tous les étages, est-ce que faut que l'échelon local, justement, l'État, les mairies se fassent comme à Los Angeles ou à Chicago, et que ça, à un moment donné, on dise non, en fait. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Je crois que c'est justement au niveau local que la résistance s'organise.
Je crois aussi que peut-être, vu de France, on a du mal à appréhender, parce que ça me choque même moi qui vis ici, on a du mal à voir à quel point le pays s'est militarisé. C'est-à-dire que moi, dès que je sors dans les rues à New York, je vois le NYPD, je vois d'autres choses, je sais même pas vraiment les identifier. On a maintenant des handouts, des publications qui sont faites par des organisations non-profit, qui nous expliquent en fonction de l'uniforme, quel groupe de forces de l'ordre c'est. Et vraiment, tu vois ça partout. Moi, hier, rien que dans mon club de sport, il y avait des NYPD qui étaient là et qui arrêtaient quelqu'un. Alors, on sait pas du tout pourquoi c'est, mais les gens filmaient ça avec leur téléphone, parce que voilà, les gens essayent de se protéger. Donc, il y a vraiment beaucoup. Moi, je vois toujours des policiers, des policiers, des gens en uniforme. Je sais vraiment pas les identifier, par exemple, dans le métro. J'en vois toujours. Donc, il y a beaucoup plus de gens en uniforme qui sont dans la vie publique, dans l'espace public. Et puis en même temps, voilà, il y a beaucoup de résistance. Moi, ce que je vois, c'est vraiment constamment. Alors sur les réseaux sociaux, j'en vois constamment des gens qui s'opposent hein, vraiment carrément aux forces de l'ordre. Et puis rien que hier, hein, dans mon club de sport, là, je voyais des gens, des clients qui étaient là et qui filmaient l'arrestation. À mon avis, pour protéger la personne qui se faisait arrêter, tu vois. Donc, il y a vraiment une vraie résistance qui s'organise. Et puis, je note aussi, je souligne comme Claire, qu'il y a des gens qui émergent dans cette lutte anti-Trump, dans cette résistance anti-Trump. C'est pas forcément les gens qui font la une des journaux, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et Brandon Johnson, le syndicaliste qui est élu maire de Chicago, c'est quelqu'un qui s'est vraiment révélé là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'était pas très bon avec les médias, c'est quelqu'un qui n'était pas très à l'aise à la télévision, par exemple. Et là, il est excellent. Et il est excellent sur tous les points. C'est-à-dire qu'on lui parle d'immigrés illégaux. Lui, il va dire très clairement, non, il n'y a pas d'immigrés illégaux dans ma ville. Il y a des gens qui sont sans papier. Puis Brandon Johnson est afro-américain. Il dit, le terme légal pour les gens comme moi, c'était esclave dans le temps. Mais moi, on n'utilise pas des mots comme ça dans ma ville. Donc, il est très clair sur tout. Il émerge vraiment comme une figure vraiment résistante et puis rassurante en même temps. Et c'est pas vraiment ces gens qu'on le voit voilà dans les journaux. Et donc j'encourage tous les gens qui nous regardent un peu peut-être suivre ce qui se passe au niveau local aux États-Unis, particulièrement à Chicago. En tant que militante démocrate, Claire, un petit mot de la fin sur les mots que vient de dire Tristan ? Je vais être plus optimiste justement que la dernière fois. Je suis d'accord avec Tristan sur le fait qu'il y a beaucoup de résistance. Et quand je dis que le niveau local, je parlais évidemment de différents échelons territoriaux pour être en bon millefeuille français administratif. Mais c'est aussi associatif, très clairement. Et moi, en tout cas, de ce que j'échange avec mes amis en Arizona, c'est que justement, ils sont dans des associations aujourd'hui pour aider les personnes, par exemple, à avoir l'information, comme le disait Tristan, et puis de l'avoir en anglais, mais aussi de la traduire en espagnol pour justement les quartiers hispaniques, puisque comme je vous disais la dernière fois, Prescott Valley est à forte communauté hispanique par rapport à Prescott juste à côté. Et il y a par exemple des mémos pour si vous êtes arrêté, comment vous allez gérer la garde d'enfants si vous êtes tous les deux arrêtés justement, quoi faire, comment réagir, comment être protégé, au-delà de évidemment éviter certaines zones, etc. Ça peut paraître pas très optimiste comme ça, puisqu'on parle quand même d'arrestation, mais il y a ce tissu associatif qui n'était pas aussi vivant il y a encore quelques mois, et ils insistent tous sur le fait qu'il y a une grande mobilisation, et franchement ça, c'est la clé, et c'est comme ça que ça va changer aussi de perception sur le terrain. Et on parlait de bataille idéologique, il en mène une, et il faut effectivement lui répondre point par point. D'accord. Merci Claire, merci Tristan pour cet éclairage de ces 2 dernières semaines d'actualité dans la politique américaine et toutes les facéties trumpiennes auxquelles on a le droit un petit peu tous les jours. Merci à vous deux. Merci. Et à dans 2 semaines. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Sachez, avant qu'on se laisse,
tout à fait qu'on lance notre grande campagne de dons 2025. Et comme chaque année, on ne peut pas compter sur le Père Noël, on ne peut pas compter sur les milliardaires, encore moins, mais on peut compter sur vous. Alors, on a un objectif clair, franchir et dépasser le palier des 150 000 €. Un palier qui nous permettrait non seulement de clôturer l'année sereinement, mais aussi d'aborder l'année 2026 avec la force et la confiance nécessaires pour continuer le combat. Un combat dont on vous parle depuis longtemps maintenant, c'est celui d'aller sur la TNT, que ce soit la TNT francilienne ou la TNT nationale. Vous pouvez aussi évidemment, plus modestement, vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes. Voilà, alors sur ce, je vous dis à très vite sur les antennes du Média.